Bonjour à tous, Shana Tova et bienvenue pour ce numéro 2 du talk show du dimanche que vous retrouverez désormais chaque semaine. On refait la semaine. À mes côtés, Gil Michaeli, vous êtes directeur général de Causeur et de la revue Conflit pour interroger notre invité de ce jour. Invité un peu particulier puisque ce sera un invité récurrent tout au long de l'année. Michel Gurfinkiel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio J. Merci d'être là avec nous en ce dimanche. Je rappelle pour nos auditeurs vos différentes activités. Vous êtes éditorialiste spécialisé dans la politique étrangère, notamment bien sûr l'analyse géopolitique de l'État d'Israël. Vous écrivez beaucoup désormais dans la presse anglo-saxonne, First Things notamment, Mosaïque également. Vous êtes philo du Middle East Forum ainsi que président en France de l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Alors on va commencer sans transition cette conversation. Nous sommes 10 jours après l'expression des Israéliens dans les urnes. Plus de 6 millions d'Israéliens ont voté. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, dans son histoire récente, Israël n'a jamais été affronté à une menace existentielle aussi vitale ? Est-ce que le contexte international qui est autour d'Israël est particulièrement dangereux ? Il est dangereux dans la mesure où on a basculé successivement d'un monde bipolaire, le monde de la guerre froide, à un monde multipolaire mais largement dominé par les États-Unis. Et ensuite, c'est la situation actuelle depuis plusieurs années, un monde d'où les États-Unis semblent se retirer, mais où d'autres puissances, la plus visible aujourd'hui, c'est la Russie, mais on voit déjà la Chine se profiler également. D'autres puissances semblent vouloir entrer en scène. Cette situation est extrêmement difficile à saisir, complexe. Israël n'a cessé de se renforcer géopolitiquement pendant les 10 années de l'ère Netanyahou, mais je crois que parmi les éléments de renforcement le plus spectaculaire probablement, c'est le rapprochement qui est aujourd'hui patent entre Israël et un certain nombre de pays arabes et musulmans. Mais d'un autre côté, les dangers, les menaces ont fortement cru également, et l'absence d'arbitre suprême fait que on ne sait pas comment les principaux adversaires d'Israël, au premier chef l'Iran, peuvent agir ou ne pas agir. Il n'y a plus une situation relativement calibrée comme autrefois. L'escalade n'a plus, en quelque sorte, de plan général. De limite, hein. Il n'y a plus d'encadrement de l'escalade. Merci beaucoup, vous avez planté le décor global, le décor géopolitique global dans lequel se déroule ce balagan post-électoral que nous allons évidemment commenter aussi à vos côtés avec Gil dans un instant. On s'envole pour Jérusalem, Michel Gurfinkiel, quelques instants, pour retrouver la journaliste Pascal Zonshine de Radio J, qui va nous faire une sorte de tour d'horizon de la presse israélienne en ce week-end un peu particulier, puisque c'est évidemment le week-end aussi du Nouvel An juif. Pascal, Boker Tov. Boker Tov, Alexis. Alors, comment ça se goupille là depuis hier, depuis avant-hier, dans la presse israélienne, dans les médias israéliens? Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce qu'on commente ces difficiles, ces laborieuses négociations menées désormais par Bibi, puisqu'il a été choisi pour mener des négociations en vue de la formation d'une coalition électorale par le président de l'État, Reuven Rivlin? Oui, Alexis, d'ailleurs, vous l'avez rappelé, le calendrier joue un rôle, et à l'approche de Rosh Hashanah, les journaux israéliens proposent traditionnellement à leurs lecteurs la rétrospective de l'année écoulée. Cette année, pourtant, on le voit, le calendrier hébraïque se télescope avec le politique. Une photo et 2 caricatures pourraient résumer cette folle semaine. La photo, c'est celle de 2 hommes au visage crispé, Benjamin Netanyahou, recevant des mains de Reuven Rivlin, mercredi soir à la résidence du président d'Israël, le mandat de formation du prochain gouvernement. Une cérémonie qui d'ordinaire symbolise la victoire du candidat dont le parti est arrivé en tête des suffrages. Là, le livret de velours bleu aux armes de l'État d'Israël que le président de l'État remet au Premier ministre sortant semble dissimuler une charge piégée qu'un artificier passerait à l'autre.
Les caricatures, ce sont celles de Yediot Aharonot et de Haaretz. Dans la première, Itamar Daobé représente le président israélien et les chefs des partis élus, se poursuivant dans un escalier bouclé sur lui-même. Dans la seconde, Amos Biderman a placé Benjamin Netanyahou et Benny Gantz au volant de 2 voitures qui foncent à pleine vitesse l'une vers l'autre, tandis que le président Rivlin, habillé en agent de la circulation, se précipite vers eux pour tenter d'empêcher la collision. Une collision que l'on préférerait bien évidemment prévenir. Alors les analystes politiques se font devins ou scénaristes de thriller. C'est à celui qui considérera le plan le plus créatif ou le plus tordu, union, parité, rotation, susceptible de surgir des états-majors politiques. Dans Haaretz, Chaim Levinson couvre à peu près toutes les options. Premier scénario, Netanyahou rend son mandat au président au bout d'une semaine, sans attendre la fin du délai dont il dispose. Ce serait alors à Benny Gantz de tenter sa chance. Si lui aussi échoue, la Knesset devra trouver un candidat consensuel et faute d'y arriver, elle devra se dissoudre, éventualité la plus probable selon Levinson. Deuxième option, le parti centriste entre au gouvernement Netanyahou. Benny Gantz pourrait dire oui, mais son numéro 2, Yair Lapid, s'y oppose farouchement. Option numéro 3, Lieberman entre au gouvernement Netanyahou, lui assurant une majorité avec le reste des partis de droite. Là encore, éventualité quasi nulle, prédit le journaliste de Haaretz. Option 4, Amir Peretz entre au gouvernement Netanyahou. Le chef du parti travailliste assure qu'il n'en est pas question et dans tous les cas, il n'arriverait pas à débaucher assez d'élus de son parti pour donner une majorité au Premier ministre Likoud. Option 5, la direction du Likoud renverse Netanyahou. Cela n'arrivera que si le parti se retrouve le dos au mur et le leader du parti conservateur reste encore largement incontesté. Option 6, enfin, Netanyahou offre à Gantz de prendre le premier la tête d'un gouvernement de rotation. Peu probable, estime Levinson, car le Premier ministre Likoud a besoin d'être en position de force pour affronter dans quelques jours le procureur général. En tout cas, l'acteur de la semaine aura, sans conteste, été le président Reuven Rivlin. Le chef de l'État s'est totalement investi pour éviter au pays de retourner aux urnes, constate Itai Ilnaï dans Yediot Aharonot. Il a démontré la possibilité de faire siéger les 2 camps ensemble. Maintenant que tout le monde sait que c'est faisable, le responsable de l'échec sera connu de tous et devra rendre des comptes lors des prochaines élections. Dans les mêmes colonnes, Sima Kadmon est moins élogieuse. Oui, les intentions du président sont louables, concède-t-elle, mais elles mènent à la catastrophe. 2 premiers ministres pour le prix d'un, ce sera une fausse bonne affaire, avertit la journaliste chevronnée. Quant au jeu de la liste arabe unifiée, dont 2 des 3 partis ont commandé le centriste Benny Gantz pour former le gouvernement, une première dans l'histoire politique d'Israël, il est diversement apprécié. Dans Maariv, Ran Adelis y voit une étape de plus dans la légitimation des citoyens arabes israéliens qui se dirigent enfin vers un réel partenariat citoyen, un véritable coup de théâtre national, se réjouit l'analyste de Maariv. Un enthousiasme que ne partage pas Yosef Sidar dans le journal conservateur Makor Rishon. La biographie de la liste arabe unifiée ne laisse aucune place aux illusions, estime Sidar. En recommandant Benny Gantz, la liste arabe n'a fait que reproduire la tactique cynique de Yasser Arafat quand il a signé les accords d'Oslo. Les députés arabes ne veulent pas améliorer les conditions de leur communauté, ils veulent la Palestine, assure l'analyste de Makor Rishon. Et les Israéliens, que pensent-ils de tout ça ? Selon un sondage publié vendredi par le quotidien gratuit Israël Hayom, ils sont 29% à souhaiter un gouvernement d'union entre le Likoud, les centristes de bleu-blanc et le parti Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman. 25% préfèrent un gouvernement qui inclurait aussi les petits partis de gauche et de droite. 23% sont contre une alliance entre le Likoud et bleu-blanc. Et seulement 9% recommandent un gouvernement de centre-gauche avec les partis ultra-orthodoxes. Seul élément de clarté dans cette confusion politique, 60% des Israéliens sont catégoriquement opposés à un 3e scrutin. Et si la solution, c'était de changer la règle du jeu, dans une tribune publiée cette semaine dans Haaretz, Eran Eldar estime que le temps est venu de réformer le mode de scrutin. L'universitaire va même plus loin. Ce qu'il faut à Israël, c'est un changement de régime, la séparation de la religion et de l'État et une constitution. Le système électoral actuel, constate Eran Eldar, est une survivance du congressionniste et du système politique britannique.
Un système qui privilégie les petits partis sectoriels et leur donne une puissance, une capacité d'extorsion et une influence qui nuisent à l'ensemble de la société. Ce débat, reconnaît pourtant Eldar, est aussi vieux que le pays, qui préfère continuer, comme il l'avait fait dès la première Knesset, à décider de ne rien décider. Laït Raot, merci beaucoup et Shana Tova à vous Pascal. Alors on revient à Paris avec vous Michel Gurfinkiel. On ne vous présente pas, vous êtes notamment l'auteur d'un essai un peu prophétique, prémonitoire. Israël peut-il survivre aux éditions Hugo et compagnie, je crois qu'il était paru en 2011 si ma mémoire est bonne. Et à nos côtés, Gil Michaeli, directeur général et directeur de la publication du magazine Causeur. Alors en un mot, vous avez entendu ces éditorialistes. Finalement, c'est vrai, 29% des Israéliens favorables à un ticket Gantz-Netanyahou, c'est pas rien. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de centrisme, voire de macronisme à l'israélienne qui est en train d'essayer de prendre corps difficilement malgré le balagan des négociations ? Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'en Israël, on a des situations bloquées de ce genre. Rappelez-vous les expériences de rotation, de rotatia, qui la fameuse rotatia. Qui avait marqué les années 80. Il y a eu à plusieurs reprises des scrutins qui semblaient aboutir à une division complète du pays. En réalité, il faut distinguer entre l'arithmétique qui nous amène à ces résultats et les évolutions de la sociologie profonde. Or, la sociologie profonde d'Israël, c'est que, en gros, quand on additionne la droite et un centre qui s'est sur les problèmes essentiels du pays. On ne parle pas ici de la personnalité du Premier ministre, on ne parle pas de pour ou contre Netanyahou. On parle des lignes politiques des deux formations. Les lignes politiques profondes, on s'aperçoit que, en fait, on est dans un paradigme beaucoup plus conservateur que socialiste. L'ère socialiste est absolument terminée et révolue en Israël. Je voudrais dire une autre chose, c'est que on parle de réforme du système politique israélien. On a tenté de le réformer. Les réformes n'ont pas abouti. Rappelez-vous la tentative de faire élire le Premier ministre au suffrage universel, fiasco total. On a dû revenir là-dessus très vite après 2 élections seulement. Le système politique israélien, il est ce qu'il est, mais il a l'avantage de donner à chaque élément de la société israélienne, et Dieu sait que la société israélienne est composite, diverse, de donner à chacune de ses composantes le sentiment qu'elle a le droit de parler, qu'elle a le droit de s'exprimer. Et ça, c'est très important parce que ça assure en réalité la vitalité de la démocratie israélienne. Gil Michaeli, vous êtes d'accord avec cette idée avancée à l'instant par Michel Gurfinkiel, notre invité, qu'on a un pivotement vers un paradigme conservateur et que, au fond, l'ère de la social-démocratie, l'ère d'Avoda du Parti travailliste est définitivement close? Oui, je pense qu'effectivement, les changements profonds ont fait que les assises de la social-démocratie israélienne n'y sont plus. Sociologiquement, on trouve plus les gens qui votaient pour les centres-gauche, la gauche, et on trouve pas non plus les institutions sur lesquelles reposait cette hégémonie pendant un demi-siècle, entre les années 20 et les années 70. Donc ça, c'est incontestable. Quant à la question du régime, comme j'ai eu déjà l'occasion de dire sur ce micro, j'ai rejoint là-dessus l'analyse de Michel. Je pense qu'une démocratie parlementaire avec des élections proportionnelles sont très adaptées à la situation israélienne parce que ça permet de créer une légitimité à partir de la représentativité. Pour la gouvernabilité, je pense que les prix n'est pas énorme et qu'un certain nombre de problèmes très compliqués, notamment les comptes de la sécurité sociale, l'assurance maladie, etc., qui est un problème qu'on peut, en tant que Français, juger de la complexité, a été plus ou moins résolu par un gouvernement de 4e République en Israël il y a un quart de siècle. Donc,
le fait qu'on n'arrive pas à trouver une solution pérenne avec les Palestiniens ne change pas le constat de fond que c'est sain que les Arabes israéliens sont représentés, que c'est sain que les Juifs immigrés de la Russie sont représentés 3 ou 4 ans après leur descente de l'avion, et que c'est tout à fait normal que les ultra-orthodoxes et les moins orthodoxes sont également représentés plus ou moins selon leur point dans la population. Alors Guy, vous étiez avec nous d'ailleurs la semaine dernière. Alain Finkielkraut à ce micro émettait un constat, mais peut-être aussi exprimait-il une crainte qu'on soit en train d'entrer dans l'ère de l'hyper-démocratie avec une représentation désormais paritaire et importante des Arabes d'Israël. Est-ce que vous partagez le jugement, mais aussi l'appréhension de Finkielkraut, Michel Gurfinkiel? Je crois qu'il y a une évolution très profonde en ce moment de la communauté arabe israélienne. On voit que cette communauté est en train de rejoindre le mainstream israélien. On voit que cette communauté est en fait en train de monter socialement, monter professionnellement et de s'identifier de plus en plus, sinon à l'État, du moins dans un premier temps à la société israélienne. Ce qui est négatif dans tout cela, c'est que sa représentativité politique, d'une part, reste une représentativité très discutable puisque, comme vous savez, ceux qu'on appelle les partis arabes représentent au maximum la moitié de l'électorat arabe. Il y a beaucoup d'Arabes qui ne votent pas du tout, qui ne votent pas pour ces listes. C'est un point sur lequel on peut d'ailleurs revenir en profondeur. Mais je crois que ce qui est par ailleurs très gênant avec cette représentativité, la représentativité actuelle, la liste unifiée arabe, c'est que en gros, c'est un personnel politique qui continue à faire comme si les Arabes israéliens étaient en dehors d'Israël, qui continue à rejeter la légitimité profonde du pays tel qu'il est maintenant. Vous incluez par exemple Eman Odeh dans cette remarque, cette critique. Eman Odeh, il est, je dirais, complètement atypique par rapport à ce personnel. Il est maintenant, disons, bien en évidence parce que il permet à cette liste de jouer mieux son jeu dans la politique israélienne. Mais regardez les autres élus arabes, on est très très loin de ce que Eman Odeh est en train d'esquisser. On refait la semaine, continue avec vous. Vous êtes toujours sur Radio J en compagnie de Michel Gurfinkiel qui rejoint Radio J ce dimanche pour vous. D'ailleurs, c'est bien choisi, hein, le jour de Rosh Hashanah. Bienvenue à vous, Michel. À mes côtés, l'ami Gil Michaeli, directeur général du magazine Causeur, notamment pour vous interroger. Dans un instant, on va entendre la réaction et peut-être l'analyse divergente de l'historienne Diana Pinto. Mais encore le temps, peut-être, Gil, d'une question à Michel sur ce contexte israélien nouveau apparu, mis au jour par le résultat des élections de mardi dernier. Oui, on parle beaucoup de sociologie, on a parlé des Arabes, mais il y a aussi d'autres populations sectorielles, notamment les ultra-orthodoxes. Comment voyez-vous l'évolution de ces sociétés ? Je rappelle juste à tout le monde que depuis 30 ans, toutes les extrapolations montrent que la croissance est énorme et finalement on ne le retrouve pas 20 ou 30 ans plus tard. Donc il y a un phénomène compliqué. Quelle est votre analyse ? Il y a, comme vous le savez, Gil, il y a deux milieux religieux en Israël. Il y a le milieu Haredi, ultra-orthodoxe, qui vote massivement pour les deux partis Haredi, le parti séfarade, le parti ashkénaze, et il y a le milieu dit national religieux Dati Leumi, qui vote en partie pour des partis nationaux religieux comme aujourd'hui Yemina, mais aussi en partie pour d'autres partis, essentiellement pour le Likoud. Je vais commencer par voir des partis qui n'ont pas pu. Oui, absolument, qui n'ont pas. Mais il s'agit de dizaines de milliers de voix. Oui.
C'est important. Il y a eu, au moment de Yom Ha'atzmaut, si mes souvenirs sont bons, une enquête absolument monumentale faite sur des sondages, une enquête extrêmement sérieuse, très professionnelle, qui est sur le milieu national religieux, qui a été publiée par Mekor Rishon, qui est le journal de cette mouvance. Et ce que l'on retient, donc, c'est que de cette enquête, c'est que le milieu national religieux est devenu le cœur de la société israélienne, comme l'était autrefois, comme l'étaient les kibbutzim, comme l'était... Carrément. Le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que, d'abord, c'est le seul milieu qui participe un peu des autres milieux israéliens. Et ensuite, parce que c'est un milieu qui... pour lequel l'État, la nation israélienne, l'État israélien, c'est encore très important. C'est le milieu qui, aujourd'hui, fournit le plus grand nombre de militaires professionnels, ce que les kibbutzim faisaient dans une autre époque. Ensuite, il y a... Alors, on va rejoindre Diana Pinto, justement sur cette question, juste après une pause publicitaire. On refait la semaine continue en compagnie de Michel Gurfinkel qui débarque sur Radio J. Encore une fois, bienvenue à lui. Il choisit bien sa date puisque c'est Rosh Hashanah. Nos auditeurs comprendront aussi, bien sûr, votre sens de l'à-propos, Michel. Et à mes côtés, bien sûr, l'ami Gil Michaeli pour vous interroger. On part tout de suite rejoindre l'historienne Diana Pinto. Diana, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez très récemment fait un livre tout à fait passionnant sur les changements sociologiques et sociopolitiques à l'œuvre dans la société israélienne. Et à l'instant, Michel Gurfinkel nous livrait, à Gil et à moi, son analyse. Il disait, mais au fond, vous savez, le camp national religieux est en train de devenir l'épicentre sociologique de la société israélienne. Vous êtes d'accord, Diana, avec cette idée de Michel? Et est-ce qu'on peut dire que, de ce point de vue-là, pour reprendre votre métaphore, Israël est en train de déménager? Écoutez, le camp ultra-orthodoxe religieux ne cesse de grandir en termes de poids. Ce n'est pas encore le plus grand, mais je pense qu'il y a de quoi réfléchir sur cette question. On peut toujours se dire que certains de ces enfants quitteront ce camp, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'ils le feront. Donc, il a donné le ton, il est en train de donner le ton, et certainement, il a la position critique pour faire ou défaire des gouvernements. Diana, ça vous inquiète? Écoutez, personnellement, comme pluraliste et démocrate, ça m'inquiète, mais c'était peut-être une des grandes contradictions et, ironie de l'histoire de la création de l'État d'Israël, que le fond de plusieurs fondamentalistes remonte à la surface, à partir d'un pays qui avait été créé sur des concepts plutôt laïques et socialistes. Le sionisme a changé en quelque sorte de nature, il s'est altéré, il s'est modifié au fil des années? C'est la grande question que se posent tous les Israéliens et toutes les autres personnes qui s'intéressent à ce monde et à ce pays. Est-ce qu'il a vraiment changé, ou est-ce qu'on pourrait dire que les religieux nationalistes sont en train de porter à terme, ou c'est leur vision tout du moins, leur rêve initial? Et que donc, quelque part, le véhicule socialiste kibbutznik n'était qu'un véhicule pour porter des passagers bien plus ancrés dans le judaïsme traditionnel. On vous remercie infiniment, chère Diana Pinto, pour ces analyses et on vous dit à très bientôt sur les ondes de Radio J. Bonne journée et Shana Tova à vous et à vos proches. À vous de même. Au revoir. Vous avez entendu Diana, elle exprime une inquiétude, bien sûr avec politesse, mais elle exprime vraiment son inquiétude face à cette montée en puissance d'une vision qui pouvait être celle, par exemple, Michel, d'une personnalité si importante dans l'histoire du judaïsme du XXe siècle, qui était le Rav Kook. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la victoire du Rav Kook sur le ben-gurionisme et sur le japotinskisme, d'après vous? Alors, Diana Pinto a dit une chose avec laquelle je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'elle se pose la question de savoir si le sionisme laïque historique n'a pas été le véhicule de quelque chose d'autre qui aujourd'hui se manifeste. Ça serait une sorte de ruse de la raison, non pas hegelienne, mais sioniste. Sauf que c'était ce que disait le Rav Kook. Le Rav Kook disait à ses amis ultra-orthodoxes
qui disait mais on ne peut pas travailler avec les sionistes puisqu'ils ne sont pas religieux, il disait mais non. En fait, ils croient qu'ils ne sont pas religieux, mais en fait ils font un travail qui va servir le peuple juif dans sa dimension religieuse. Mais alors qui va servir la Torah. Michel, on est là. Ils étaient même Ici, plus aimables. Il a dit c'est l'Inde de Messie. Oui, mais le Messie, effectivement, il faut bien préciser que Arrive sur un âne. Il arrive sur un âne. Voilà, Mais alors, c'est la vision prophétique du Messie. Aujourd'hui, quand on est israélien, quand on investit la Judée, Samarie, Yehuda, Beshomron, quand on s'installe à Bethel ou à Tkoa, on réalise une des promesses historiques du sionisme apparemment laïque de Herzl, par exemple. Mais oui, et c'était encore Non. ce que souhaitait ceux-là même. Écoutez, je viens de me pencher, j'ai fait un travail historique sur les circonstances dans lesquelles le plan de partage de 1947 a été adopté. Ce que l'on voit en suivant les débats entre sionistes laïcs, Ben Gurion et ses amis, c'est qu'ils disent tous, oui, nous sommes obligés là maintenant de faire ça, mais nous n'oublions pas finalement notre lien avec l'ensemble de la terre d'Israël. Merci Michel Gurfinkel, on est toujours à On refait la semaine sur Radio J. Gil, vous hochiez la tête. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée qu'au fond le sionisme laïque de gauche a été historiquement le véhicule d'autre chose, c'est-à-dire d'une forme de messianisme? Ah, ça absolument, je suis d'accord. Je pense pas que c'était conscient. Je pense que il y avait dans l'ADN en potentialité, mais que personne à l'époque ne pouvait prévoir comment les choses allaient évoluer. Je donne un exemple. Ben Gurion arrive à Jaffa, je pense que c'était en 1906 ou 7. Il met longtemps avant d'aller à Jérusalem. Les sionistes commencent par coloniser, j'utilise un terme qui en 1900 est un terme positif, sinon neutre, la terre des Philistins. Ils s'intéressent très peu à la terre de roi des Judées. Et c'est d'ailleurs très curieux, ces changements avec les Palestiniens, qui exigeaient ce qu'ils n'avaient pas, et maintenant ils exigent ce qu'ils n'ont plus. Donc, comme Ben Gurion, Herzl et les autres, Weizmann, peut-être à l'exception de Ben Tzvi et certains autres qui étaient un petit peu idéngénistes, ça les intéressait pas. C'est-à-dire pour eux, la Bible, c'était l'Odyssée et l'Iliade du peuple juif. C'était un moyen de mobiliser les masses ignorantes et crasseuses de l'Europe de l'Est. Mais pas une fin en soi, Gil. C'était pas une fin en soi, surtout, c'était pas un plan de guerre. Alors quand j'ai entendu, comme vous sans doute, récemment, l'interview sur I-24 de Naftali Bennett, qui est le numéro 2 de Yemina, enfin de la coalition Yemina, fondateur de Foyer Juif, un parti national religieux important aujourd'hui dans le paysage sociologique rénové d'Israël que vous nous décriviez à l'instant, Michel Gurfinkel, et il a donné une définition de l'appartenance à Israël qui m'a paru très intéressante, très révélatrice, si vous voulez. Il a dit, ici, en terre d'Israël, en Eretz Israël, tous les juifs sont comme des frères et sœurs. Est-ce que, au fond, le camp national religieux est en train peu à peu de changer la définition même de la nationalité israélienne? De son point de vue, il ne la change pas, il l'approfondit. Il n'a pas du tout le sentiment de faire une rupture avec le sionisme historique. Il a le sentiment, et en cela il est totalement fidèle à ce que disait le Rav Kook, il a simplement le sentiment de rajouter en quelque sorte l'élément spirituel qui a pu lui faire défaut provisoirement. De rajouter un toit à la maison. Et je voudrais ajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement, la mouvance nationale religieuse, bien sûr elle est présente dans les territoires, mais ce qui est le plus remarquable, c'est qu'elle est présente
importante à l'intérieur de la société israélienne. C'est dans ce milieu que beaucoup de jeunes... Comme Bennett, d'ailleurs. Oui, beaucoup de milieux créent ce que l'on appelle des garinim urbains, c'est-à-dire qu'ils s'installent dans des villes périphériques, un peu à l'abandon, où il y a de la délinquance, où il y a beaucoup de désespoir. Et ils créent des foyers de vie juive. Et il rénove totalement le contexte urbain. Il réinnerve en quelque sorte la société israélienne. Oui. Il la désatomise aussi. Il la désatomise. En un mot, la question est plus profonde que ça. C'est une question de valeurs de base. Et on a parlé tout à l'heure de la question du régime. Israël n'est pas en démocratie. Israël est une démocratie libérale. Et dans une démocratie libérale, il y a un paquet de valeurs sur lesquelles on ne peut pas voter. C'est la définition même, et c'est ça qui doit nous prévenir contre une dictature de la majorité. Et avec la montée des éléments religieux, comme dans beaucoup d'autres pays ailleurs, le contenu de ces paquets et les deals, l'équilibre total entre démocratie et libérale est en train d'évoluer. Alors, on ne sait pas vers où ça va aller. L'aventure continue. Merci beaucoup, Gil Michaeli. Merci beaucoup, Michel Gurfinkel. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Vous êtes toujours sur Radio J, on refait la semaine continue, suite et fin, et on revient en France. On revient en France car jeudi dernier, le président Jacques Chirac s'est éteint à l'âge de 86 ans, suscitant une émotion et une commotion quasiment planétaire. Tous les grands chefs d'État lui ont rendu hommage, tous ceux qui l'ont connu également, et bien sûr, dans quelques instants aux Invalides, le président Emmanuel Macron pour des funérailles nationales. Alors on va écouter l'hommage que lui rendait l'une de ses conseillères, la philosophe Blandine Kriégel. C'était au micro de Gabriel Attal jeudi dernier. Comme avait dit Peggy pour Descartes, un cavalier français parti d'un si bon pas. C'était ça, Chirac, un grand pas élastique, un élan et une grande bonté. Alors, quelles sont les qualités qui marquaient tous ceux qui l'ont approché et qui ont travaillé avec lui? À mon avis, il y en a 3 qui sont fondamentales. Comme je viens de le dire, c'est cette bonté, cette sympathie, qui ne se forçait pas, sa volonté d'arranger les affaires de tout le monde, surtout des plus ségrégés, des plus exclus, des plus oubliés. Ensuite, je crois que ce qui est intéressant chez cet homme, très intéressant, qui lui a été longtemps dénié, c'est une culture extrêmement originale, puisque bien sûr il avait la formation classique de tous les gens de sa génération, mais il a voulu tout de suite aller au bout du monde, Finistère, à la fin des terres. Vous savez, il est allé en Amérique, il est allé en Russie, il est allé en Asie, en Orient, au Japon, bref, il est allé partout. Il avait des passions privées, secrètes pour la littérature russe. On se souvient de ses dilections pour certains auteurs russes. On se souvient de sa dilection aussi pour les haïkus, par exemple. Ou les sumos. Les sumos, pour les sumos aussi. Vrai, oui. Mais vous voyez, en général, on présente ça comme quelque chose d'étrange dans la France hexagonale qui serait, dit-on, repliée sur elle-même. Alors, vous l'avez entendu, Blandine Kriégel lui rend hommage. C'était à la fois un gars sympa. Est-ce que on peut dire que c'était un président des Lumières, Michel Gurfinkel? Un président des Lumières? Oui, un homme ouvert au monde, au vaste monde, à la culture, aux différents savoirs, à une forme d'encyclopédisme contemporain. C'est vrai, ça? C'était un homme politique d'une époque où la culture avait encore une valeur vis-à-vis de l'opinion publique. C'est un homme de l'ancien monde, comme dirait Emmanuel Macron? Probablement, c'est quand même c'est quelqu'un qui atteint la maturité au début des années 60. C'est quelqu'un qui devient secrétaire d'État à 37 ans, si je ne m'abuse, vers la fin des années 60. Même précocité que Nicolas Sarkozy, en gros. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est quelqu'un très nettement qui a été étudiant dans les années 50, donc il vient de ce temps-là, ce qui n'est pas une tare, bien entendu. C'est pas moi qui vais lui reprocher d'avoir appartenu à ce monde qui
y avait beaucoup d'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que politiquement, il appartient, comme appartenait d'ailleurs Mitterrand, à une époque où la culture était une valeur par rapport à l'opinion publique. Donc et alors son zigzag, c'est vrai qu'on sait qu'il a été dans les années 70 ce qu'on appellerait aujourd'hui un fervent souverainiste, sous l'influence de Marie-France Garot notamment. Ensuite, il devient un libéral pur sucre, presque reaganien dans les années 80. Et puis après, en 1994, il entame, sous l'influence de Emmanuel Todd, une campagne d'ailleurs victorieuse contre Édouard Balladur sur le thème de la fracture sociale et territoriale. Il a beaucoup changé. C'est quoi le vrai Chirac? C'est l'écolo de la fin, d'après vous? Écoutez, le vrai Chirac était un homme qui adorait la politique au sens politicien et qui voulait arriver au pouvoir, prendre le pouvoir démocratiquement, bien entendu, et le garder. Et pour le reste, je crains que Jacques Chirac, en fait, n'ait jamais eu d'idée. Quand vous regardez son parcours politique, vous apercevez à quel point il a été un homme sous influence. La première influence, c'était celle de son mentor, Georges Pompidou. C'est tout à fait normal. Pompidou est d'une autre génération, il est plus âgé que lui, c'est son aîné, il le forme, il lui donne sa chance. C'est tout à fait normal qu'il y ait une influence de Pompidou. Ensuite, il y a des influences plus bizarres. L'influence énorme du tandem Juillet-Garot, un tandem ultra conservateur, qui finit d'ailleurs par faire exploser de rage son épouse Bernadette. S'il faut faire des comparaisons, il serait aujourd'hui entre Philippe de Villiers et Dupont-Aignan. Ce tandem-là. À ce moment-là, 78, en 78, oui. Oui. Le RPR, quand il est créé en 1976, sauf erreur, ressemble beaucoup à ce qu'est le Rassemblement national aujourd'hui. Pas tout à fait, mais il y a beaucoup de ressemblances. Et ensuite, nous voyons Chirac passer sous l'influence de son ami de toujours, Balladur, qui ensuite le trahira. Nous le voyons ensuite sous l'influence évoluer vers un libéralisme tempéré, évoluer de plus en plus vers un centrisme, une mieux-disance presque de gauche. Il y a sa fille Claude qui agit beaucoup dans ce sens, et puis il y aura à la fin de son parcours politique Villepin qui aura une influence démesurée sur lui. Avant qu'on évoque la toute fin et que Gilles aussi nous donne son sentiment sur la chiracophilie qui déferle sur la France depuis 3 jours avec ses obsèques nationales, un mot. Est-ce que vous, Michel Gurfinkiel, comme observateur, comme spectateur engagé des relations internationales, vous lui en avez voulu d'accompagner une forme d'américanophobie au moment du rejet officiel à la tribune de l'ONU de l'expédition américano-britannique en Irak? Oui, tout à fait. Je pense que si la France de Chirac, à ce moment-là, avait cherché à travailler avec les États-Unis auraient beaucoup mieux mené leur opération en Irak. Je pense qu'il était absolument nécessaire que les Occidentaux, qui en avaient les moyens à ce moment-là, interviennent fortement au Moyen-Orient. Nous étions juste après un événement aussi grave que le 11 septembre. Donc je pense que refuser à ce moment-là une solidarité avec les États-Unis que dans d'autres contextes, un François Mitterrand, par exemple, n'avait jamais refusé, c'était quelque chose de très lourd de conséquences. Et personnellement, je pense que c'était géopolitiquement une faute majeure. Alors, Michel Gurfinkiel, vous êtes toujours avec nous. On refait la semaine. Malheureusement, comme toutes les bonnes choses, touche à un moment à sa fin. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on évoque avec vous, Gil Michaeli. Vous êtes, je le rappelle, directeur général du magazine Causeur. Au fond, est-ce qu'il n'a pas eu un bon côté quand même, ce Chirac national, quand il a dit « notre maison brûle et tous détournons le regard ». C'est le Chirac écolo de la fin, c'est le Chirac peut-être sous emprise de Claude Chirac, mais enfin ça c'était pas mal, non ? Alors, je rejoins l'analyse de Michel globalement. Chirac, un petit peu comme ses relations avec les femmes. Ce qui est intéressant, c'est de draguer, de séduire, de conquérir, et après il s'élasse et il passe à autre chose. Je pense les posséder, c'était pas son truc. Si, en fait, j'imagine qu'il voulait avoir un poulailler, mais disons que ça l'intéressait pas autant qu'avant. Et je pense que
le pouvoir, c'était pareil. C'est-à-dire, l'avoir, c'est pas grand-chose. Ne pas l'avoir, c'est la fin du monde. Et une fois il était au pouvoir, c'est pas que ça l'intéressait pas, il cherchait autre chose. Et donc, pour moi, c'était un sorte de duc du XVIIIe siècle, un peu excentrique, avec beaucoup d'intérêts bizarres comme les Anglais, qui boit des bières avec les paysans, qui leur tape sur le dos, mais en fait, il a une culture tellement énorme que on voit pas ce qu'il Il faisait le grand écart entre Lermontov et la Corona. Donc je dirais voilà comme la blague sur les 3 présidents. Donc pour lui, la date la plus importante de l'histoire, c'est 1664. Merci beaucoup pour ce bon mot, Gil Michaeli. La date la plus importante de l'histoire, c'est 1664. Chacun de nos auditeurs, en ce jour de Rosh Hashanah, jugeront de la pertinence de ce vide final. Merci à vous, Gil Michaeli. On vous retrouve bien sûr dans Causeur et chaque mois dans Conflit. Merci infiniment, Michel Gurfinkiel. C'était votre première dans On refait la semaine, mais c'est pas la dernière, on peut vous le dire. On vous souhaite à tous une excellente année 5780. Et bien sûr, à très vite après les fêtes.